Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de pack. Cette semaine, le pack dans le Maelstrom, le dernier pack du cycle, la conspiration d'Innsmouth. Et aujourd'hui, les cartes de la classe Truand. Alors initialement, je pensais diffuser une vidéo par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et puis j'ai pris du retard sur l'enregistrement. Du coup, les 3 dernières vidéos, je pense qu'elles sortiront entre le samedi et le dimanche. Voilà. Alors donc, dans cette vidéo, les cartes de la classe Truand. La première, c'est le 25 automatique. Dans la boîte de luxe du pack, on avait eu la version de niveau 0. Une arme de niveau 0 qui coûte 4, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, arme, arme à feu illicite, rapide, utilisation 4 munitions, action, dépenser de munitions, combattre. Si l'ennemi attaqué est incliné, vous gagnez plus 2 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Moi, cette carte-là, je ne l'aime pas, parce que... Bon, alors, déjà, c'est une arme à munitions, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va tomber à court de munitions. Elle coûte 4, c'est pas rien, 4. Bon, même si les truands, en général, ça les gêne moins, les cartes chères. 4 pour 4 munitions, ok. Mais surtout, donc, on combat, et si l'ennemi attaqué est incliné, on gagne plus 2 en force et on inflige plus 1 dégât. S'il n'est pas incliné, on n'a aucun bonus. S'il est pas incliné, on combat à sa force de base et on inflige un seul dégât. Il faut l'incliner. Or, en général, pour incliner un ennemi, il faut lui échapper. Pas toujours, mais c'est quand même la principale façon d'incliner un ennemi. Pour lui échapper, a priori, il faut une bonne agilité. Donc, le 25 automatique de niveau 0 nécessite qu'on arrive à faire des évasions. En général, pareil aussi, j'ai oublié de le dire, ça prend une action. Donc il faut réussir une évasion, a priori première action de son tour, puis réussir une attaque, deuxième action du tour, et plus 2 en force, ok, c'est bien plus 2 en force, plus 1 dégât, c'est standard, mais quand même, ça a nécessité 2 actions pour rendre l'attaque efficace, et ça nécessitait qu'on ait 2 compétences à un bon niveau. Une bonne agilité pour s'évader, et une bonne force pour que le bonus du 25 automatique soit, amène à une valeur respectable. Maintenant, on a une version de niveau 2. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, une réaction. Après que vous avez échappé un ennemi dans votre lieu, effectuez la capacité combattre ci-dessus sans dépenser d'action. Le reste, je vérifie, ne change pas du tout. Mais maintenant, après avoir échappé à un ennemi. Alors, une petite précision aussi que j'ai découverte il y a quelques mois grâce à Indiana Jokes. S'il y a marqué après que vous avez échappé à un ennemi, c'est peu importe comment vous lui avez échappé. S'il y avait marqué après que vous avez échappé avec succès, ça impliquerait un test réussi. Mais là, ça marche si vous réussissez un test d'évasion ou si vous avez un effet d'évasion automatique, comme doublure par exemple. Donc voilà. Là, l'intérêt, c'est que après avoir dépensé une action pour échapper à un ennemi, vous avez une action de combat gratuite. Mais il y a toujours les autres limitations. Ça coûte 4, ça a des munitions, et a priori, il faut une bonne agilité pour réussir les évasions, et également une bonne force pour réussir les attaques avec cette arme. À côté de ça, si on regarde les armes des truands, il y en a un certain nombre. Et moi, ma favorite, c'est le Mauser. Alors là, j'ai mis la version de niveau 2, vu que le 25 automatique du pack est également de niveau 2. Le Mauser de niveau 2, il coûte 3, 1 de moins. Alors il est pas rapide, ok, il a 5 munitions, donc une de plus. On a également un plus 2 en force, on a également le plus 1 dégât. Le truc, c'est qu'il faut incliner le Mauser, et il faut l'incliner. Donc, si on redresse pas l'arme, on n'a qu'une seule attaque, mais voilà, si on réussit de 2 ou plus, on redresse le Mauser, ou on gagne une ressource, et si on réussit de 4 ou plus, on le redresse et on gagne une ressource. Donc voilà, le Mauser coûte moins cher, a la même efficacité en combat, mais on n'a jamais la certitude de pouvoir effectuer 2 tirs de suite, donc il faudra prévoir une autre arme, ou avoir un investigateur qui est suffisamment costaud pour avoir de bonnes chances de réussir avec 2 ou plus. Moi, je le joue dans un deck Tony Morgan friqué. Tony a 5 de base,
il a le +2, probablement il a un bonus d'une alliée, donc il fait ses attaques à 8 et le redressement n'est généralement pas un problème. Donc voilà, moi, en général dans mes decks je joue le Mauser, mais par contre le 25 automatique ça peut être intéressant pour Trish. Pourquoi ? Eh ben parce qu'elle a sa réaction, voilà, après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Donc Trish, elle va pouvoir trouver un indice, d'une façon ou d'une autre, elle utilise ça pour échapper automatiquement à un ennemi, et comme elle a échappé à un ennemi, eh ben, elle active la réaction du 25 automatique et elle combat. Donc, imaginons qu'elle joue suivre son intuition, elle paye 2 ressources, c'est une action rapide, elle prend un indice dans son lieu, elle va échapper automatiquement à l'ennemi, puis elle combat. Donc, en ayant dépensé 2 ressources, sans avoir dépensé d'action, elle a pris un indice, incliné un ennemi dans son lieu, et elle l'a attaqué potentiellement pour lui faire 2 dégâts. Par contre, le problème c'est que Trish, elle a un combat de 2. Donc, avec le bonus du... Je vais y arriver. Avec le bonus du 25 automatique, elle monte à 4. Elle fait son test à 4 contre la force de l'ennemi. Ne serait-ce qu'un acolyte, donc le cultiste de la boîte de base, ça a une force de 3. Donc elle n'est qu'à +1. C'est faible. Autre investigateur pour qui c'est intéressant, Finn Edwards, parce que lui, voilà, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire dans votre tour qui ne peut être utilisée que pour s'échapper. Du coup, il engage avec un ennemi, il utilise cette action gratuite pour échapper à l'ennemi, pour essayer d'échapper à l'ennemi. S'il y arrive, il peut utiliser le 25 pour tirer sur l'ennemi. Et lui, bon, il a un combat un peu meilleur. Un combat de 3, plus le bonus de 2, ça fait qu'il combat à 5. Par rapport à l'acolyte, il est à +2. Par rapport à l'acolyte, il est à +2. C'est ce qu'il faut, mais ça n'en fait toujours pas une grande arme. Enfin, comment dire, il faudra encore booster. Mais les truands, ils ont accès après tout à Delilah O'Rourke, soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié, criminel et syndicat, 3 points de vie, 2 points de santé mentale, vous gagnez plus en force et plus en évasion. Action rapide, inclinez Delilah O'Rourke et dépensez X ressources, choisissez un ennemi dans votre lieu, infligez 1 dégât à l'ennemi choisi, 2 dégâts à la place si cet ennemi est incliné, X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Donc prenons l'exemple de Finn Edwards, il utilise son action gratuite pour faire une tentative d'évasion, il a 4 de base et le +1 de Delilah O'Rourke, allez, mettons qu'il est engagé avec un ennemi qui a 2 d'évasion, il teste à 5 contre 2, il a de bonnes chances de réussite, s'il réussit, il peut utiliser le 25, il fait une attaque, force 3 de base, +1 pour Delilah O'Rourke, +2 pour l'arme, donc il est à 6, 6 contre, mettons encore une fois 3, il est à +3, il a de bonnes chances de réussir, et d'infliger 2 dégâts. En plus de ça, l'ennemi est incliné, voilà, il incline Delilah O'Rourke, il paie 2 ressources, j'avais dit que l'ennemi a 2 d'agilité, et il inflige 2 dégâts à cet ennemi. Et tout ça, ça lui a coûté aucune de ses 3 actions, uniquement son action gratuite d'évasion. Autre carte intéressante, avec le 25 automatique de niveau 2, c'est porte-flingue. Une compétence de niveau 0 qui a un icône d'agilité. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts à ce tour, on lui inflige un dégât supplémentaire. Donc, vous faites une évasion, vous attribuez porte-flingue. Je reprends l'exemple précédent. Voilà, Finn avec Delilah O'Rourke et en attribuant porte-flingue, il s'échappe, il teste à 6, ce qui est quand même bien pour de l'évasion. Et s'il réussit, il a le droit d'attaquer automatiquement avec le 25, et s'il réussit l'attaque du 25, une attaque faite avec une force de 6, il inflige 3 dégâts d'un coup. À noter, voilà, c'est l'onglet suivant, porte-flingue est une compétence entraînée, donc on peut utiliser la perfection vient de l'entraînement. Si dans votre deck vous avez 2 copies de porte-flingue, que votre pioche est assez petite, vous faites votre évasion, vous jouez la perfection vient de l'entraînement, vous tombez sur porte-flingue, vous l'attribuez, vous réussissez votre évasion, vous faites votre attaque, porte-flingue vous revient dans votre main, et la prochaine fois que vous avez besoin d'échapper à l'ennemi, vous réattribuez porte-flingue, et si tout se passe bien, de nouveau,
évasion réussie et 3 dégâts infligés. Voilà. Et ah bah tiens, voilà, j'ai une liste de decks. Alors encore une fois, liste de decks conçue mais non jouée. Finn Edwards en combattant friqué. Donc le 25 automatique, je vous explique pourquoi. Le Mauser C96 pareil, hein, c'est un deck friqué, donc le gain de ressources du Mauser est intéressant. Et puis Lonnie Rittner pour booster la force, vu qu'il faut combattre. Delilah Rourke qui booste la force et l'agilité. Flambeur parce que c'est un deck friqué. Relation influente, voilà. Relation influente parce que c'est un deck friqué. Vol à la tire pour gagner des ressources en réussissant des évasions. Et voilà, contrebande pour plus de munitions sur le 25. La perfection vient de l'entraînement pour tutorer les compétences. Recharge rapide, également pour recharger. Révélation stupéfiante pour gagner quelques ressources. Et les compétences, c'est le porte-flingue et également élan. Si vous piochez... que je dise pas de bêtises... Oui voilà, pardon. Quand vous faites votre tentative d'évasion, vous utilisez la perfection vient de l'entraînement pour chercher une compétence. Si vous tombez sur maîtrise, vous pouvez pas l'attribuer à votre évasion, donc non, il ne se passe rien. Enfin, vous ne pouvez pas sélectionner maîtrise. Mais si vous tombez sur porte-flingue, tant mieux, vu que ça vous permettra d'avoir un 3e dégât à votre attaque. Et si vous tombez sur élan, ça vous booste d'un votre tentative, et si vous réussissez, encore une fois, vous faites une tentative à 6, voire plus, grâce à flambeur et à relation influente, voilà, si vous réussissez de X, vous diminuez de X la difficulté de votre test d'attaque, en partant du principe que vous vous apprêtiez à activer le 25 automatique après votre évasion. Voilà, je vais pas m'attarder trop, vu qu'il y a 3 cartes dans cette classe. La deuxième carte, c'est Justifie les moyens. C'est une compétence de niveau 3 qui a les traits, qui n'a pas d'icône, qui a les traits entraîné et maudit. Vous avez le droit d'attribuer Justifie les moyens à n'importe quel type de test. En tant que coût supplémentaire pour attribuer Justifie les moyens à un test, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la difficulté de ce test. Ce test réussit automatiquement. Donc encore une carte qui joue sur les pions maudits. Encore le trait entraîné. Du coup, ça peut être tutoré que la perfection vient de l'entraînement pour être utilisé 2 fois dans un cycle de deck. Une compétence qui donne une réussite automatique. Avant ça, on avait Brelandas. Donc compétence de niveau 1, un icône libre. Trait chance et entraîné. Myriade. Donc on en a 3 dans son deck. Si vous attribuez 3 exemplaires de Brelandas à un test de compétence, ce test réussit automatiquement. Ne révélez pas de pion au chaos de la réserve du chaos. Ensuite, piochez 3 cartes et gagnez 3 ressources, maximum d'une fois par test. Sur la dernière liste des tabous, il y a marqué que maintenant, après, la capacité gagne retirer chaque exemplaire attribué de la partie. Et oui, voilà. Donc, on avait avant une compétence qui donnait un succès automatique. Je l'avais déjà joué et c'est très puissant si on arrive à avoir les 3 exemplaires. Et c'est pour ça que c'est sur la liste des tabous. Là, on a également une réussite automatique. On a besoin que d'une carte, donc c'est plus facile à voir. Une fois qu'on a pioché Justifie les moyens, voilà, on est prêt à l'utiliser. Mais il y a quand même un gros surcoût, c'est de mettre des pions maudits dans le sac du chaos. Le fait qu'il est marqué en tant que coût supplémentaire, ça veut dire si vous ne pouvez pas les mettre, vous ne pouvez pas jouer la carte. Si vous n'avez plus que 4 pions maudits en dehors du sac du chaos, et que le test a une difficulté de 5, vous ne pouvez pas jouer la carte vu que vous ne pouvez pas mettre 5 pions maudits dans le sac du chaos. Donc voilà, ça sera à considérer. Supposons maintenant que vous avez joué la carte. Par exemple, il n'y a aucun pion maudit dans le sac du chaos, le test a une difficulté de 5, vous attribuez cette compétence, vous mettez 5 pions maudits dans le sac du chaos, le test est réussi automatiquement, vous avez dans votre sac du chaos 5 pions maudits, donc vos tests suivants seront plus durs, statistiquement. Mais pour ça, on peut penser à Sombre Rituel, soutien de niveau 0 qui coûte 1, qui occupe l'emplacement d'Arcane, trait rituel et maudit, scellé jusqu'à 5 pions maudits, forcé à la fin de la phase du mythe, vous devez soit dépenser une ressource, soit défausser Sombre Rituel. Donc vous vous pourrissez votre sac du chaos pour réussir automatiquement, et ensuite vous dépensez une ressource et une action pour retirer jusqu'à 5 pions maudits du sac. Et il faudra payer un coût d'entretien. Voilà.
qu'est-ce qu'il y a à dire? Le fait d'avoir mis des pions maudits, ce n'est pas forcément négatif. Par exemple, si dans votre deck vous jouez le regard d'Urash, un événement chercheur de niveau 2 qui coûte 2, trait, sort et maudit, révélez 7 pions KO pris au hasard dans la réserve du chaos, infligez un total de 1 dégât plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé, réparti comme vous le souhaitez parmi les ennemis dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Je vais prendre mon exemple mathématiquement simple. Si vous voulez réussir un test, par exemple une attaque, je sais pas, mettons une attaque avec le Mauser C96 ou la Beretta M1918, vu que ce sont des armes qui s'inclinent, vous attribuez justifie les moyens. Vous mettez des pions maudits, l'attaque est réussie, très bien. Maintenant, dans votre sac du chaos, vous avez, initialement, au début du scénario, vous aviez 16 pions, imaginons, dont l'échec automatique. Et puis, entre une chose et l'autre, vous avez mis 7 pions maudits. Ouais, voilà, 7 pions maudits. Donc maintenant, dans votre sac du chaos, qui contient 23 pions, vous en avez 8 qui fournissent un dégât supplémentaire avec le regard d'Urash. Alors bon, 8 sur 23, ça fait légèrement plus d'un tiers, on va dire que ça fait un tiers pour simplifier. Vous piochez, alors attendez que je dise pas de bêtises, vous piochez 7 pions parmi 23, donc un gros tiers, vous piochez un gros tiers du sac du chaos, et alors il faudrait faire les calculs statistiques précis, les chances P parmi N, mais bon, encore une fois j'ai toujours pas révisé ça, donc je peux pas faire de calcul détaillé, mais voilà, vous piochez le tiers des pions du sac du chaos, sachant que le tiers des pions vous déclenche fournit du dégât. Donc, je sais pas, vous tablez sur 2 ou 3 pions, ce qui vous fait 3 ou 4 dégâts automatiques, sans avoir besoin de réussir un test, simplement pour une action et de ressources. Toujours intéressant à prendre. Voilà. Donc, justifie les moyens. C'est très bien parce que c'est de la réussite automatique. Le problème, c'est que ça pourrit le sac du chaos. Parfois, avoir des pions maudits, c'est pas gênant. Si on est sur le combat final et qu'on veut jouer regard d'Urash, voilà, si après justifie les moyens, vous avez 10 pions maudits, le regard d'Urash, si tout se passe bien, ça vous fournit beaucoup de dégâts. En plus de ça, on a bien évidemment, je sais pas pourquoi je l'ai oublié, on a bien évidemment Sceptique. Si vous devez faire un autre test par la suite, vous attribuez Sceptique au test. Un icône libre, et lors de ce test de compétence, traitez le modificateur de chaque pion béni et maudit comme un +1 au lieu de son modificateur habituel. Autrement dit, même si votre test suivant, je sais pas moi, vous piochez 5 pions maudits, grâce à Sceptique, vous réussissez quand même le test, et je pense que le point essentiel de la carte, c'est on va dire un finisher, c'est éventuellement c'est la carte que vous attribuez au test que vous espérez être le dernier test du scénario, ou alors le test à ne pas rater. J'ai pas d'exemple de scénario en tête, mais imaginons que vous avez un scénario où, les bois d'Arkham, de la boîte de base, il y en a un qui dit quand vous devriez quitter ce lieu, faites un test d'intelligence, en cas d'échec, annulez votre déplacement. Potentiellement, vous pouvez rester coincé dans le lieu parce que vous n'arrivez pas à réussir ce test d'intelligence. Et ça peut vous faire perdre plein d'actions. Vous pouvez perdre plein d'actions parce que vous n'avez pas une assez bonne intelligence. Au lieu de tenter encore et encore, vous attribuez la compétence. Alors certes, vous mettez, je crois que c'est 3 pions maudits dans le sac du chaos, mais au moins, il vous suffit d'une action pour sortir du lieu. Voilà. Et dernière carte truand du pack, dans le pack aux frontières du visible, donc dans la campagne de Dunwich, on avait les dés porte-bonheur de niveau 2. Soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet et relique, exceptionnel, donc qui coûte 4 XP. Réaction, quand vous révélez un pion KO non échec automatique, dépensez de ressources, ignorez ce pion KO et révélez-en un autre à résoudre. Si cet autre pion a un symbole échec automatique, retirez les dés porte-bonheur de la partie. Cette carte-là, je l'ai jamais jouée. Au moment de sa sortie, je jouais rarement truand, et puis ça coûte 4 XP. Ça occupe un emplacement d'accessoires, il y a d'autres bonnes choses en emplacement d'accessoires chez les truands. Pour chaque utilisation, il faut dépenser de ressources. Ça ne fait rien pour le pion échec automatique.
Or, si on joue par exemple en standard, c'est quand même le plus gros problème. La plupart, enfin, le -3 et le -4 posent problème, mais le gros problème, celui contre lequel on peut rien faire, c'est échec automatique. Voilà, donc il y a une limitation, il faut dépenser des ressources pour remplacer le pion. Et si le deuxième pion qu'on pioche c'est un échec automatique, on retire les dés porte-bonheur de la partie. Donc si on est malchanceux, on a payé 4 XP pour la carte, il faut la piocher. Comme elle est exceptionnelle, on n'en a qu'un exemplaire dans son deck. Et potentiellement, elle ne servira pas. Si vous n'avez pas de chance, vous révélez un -4, vous dites mince, je dépense 2 ressources pour piocher autre chose que le -4 et l'échec automatique. Vous piochez l'échec automatique, vous ratez quand même, vous avez dépensé de ressources et votre carte est retirée de la partie. Maintenant on a la version de niveau 3, toujours exceptionnelle, donc elle coûte 6 XP. Maintenant c'est quand vous révélez un pion KO non maudit et non échec automatique, donc c'est plus restreint. Enfin au début du scénario non, vu qu'il n'y a pas de pion maudit, mais au fil de la partie probablement ça sera de plus en plus restreint. Donc quand vous révélez un pion KO non maudit, non échec automatique, ajoutez un pion maudit à la réserve du KO, ignorez le pion que vous venez de révéler et révélez un autre pion à résoudre. Si ce dernier a un symbole maudit ou échec automatique, renvoyez les dés porte-bonheur dans votre main. Ne peut pas être ignoré ou annulé. Du coup, ça coûte 2 XP de plus. Initialement, vu qu'il n'y a que le pion échec automatique, ça a la même probabilité d'être utilisable. Plus on l'utilise, plus on met de pions maudits dans le sac du chaos, et moins ça devient utilisable. Par contre, l'utilisation n'a pas de coût en ressources. Le dé porte-bonheur de niveau 2, il coûtait 2, à l'issue de la première réutilisation il avait coûté 4 ressources, à l'issue de la deuxième 6 ressources, etc. etc. Là, uniquement des pions maudits. Et en plus, fait intéressant, si le deuxième pion est maudit ou échec automatique, on le renvoie dans la main, on le retire pas de la partie. Donc on peut le rejouer et on peut le réutiliser. Alors, voilà. Alors pour le rejouer, j'avais oublié d'ouvrir l'onglet, pour le rejouer on peut bien évidemment utiliser Joey, le rat vigile, bon peu importe quelle version, de niveau 0 ou de niveau 3. Voilà, en action rapide, on dépense une ressource, je vérifie quand même que c'est bien un objet, oui, objet relique. Alors en action rapide, pour une ressource, on le rejoue. Or, alors ça coûte des ressources, oui, mais la version de niveau 2 coûtait 2 ressources à l'utilisation. Là, la version de niveau 3 ne coûte rien à l'utilisation, mais à chaque, on va dire, échec d'utilisation, certes, une ressource additionnelle au coût pour le rejouer. Donc, mettons que la version de niveau 2, on l'utilise 3 fois et qu'on échoue sur la 3e utilisation, elle a coûté 2 ressources à poser, 6 ressources à utiliser, elle a été retirée de la partie. Avec Joey le rat vigile et la version de niveau 3, on la met en jeu pour 2, 3 utilisations sans coût en ressources, à la 3e utilisation elle remonte en main, on la rejoue pour 3, donc ça coûte un total de 6, au lieu de 8, et en plus on peut continuer à l'utiliser. Donc un gain substantiel en ressources en utilisation. Et pour utiliser les ressources de... Je disais une bêtise. Oui, donc le problème c'est que plus on utilise le dé, plus on a de pions maudits dans le sac du chaos. Et donc, plus on a de risques d'échouer au test, et plus il y aura de cas où on ne pourra pas utiliser les dés. Sauf que les truands, ils ont accès aux faux traités. Réaction, c'est un traité, et puis sa spécificité à lui. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion maudit lors d'un test de compétence, inclinez le faux traité, annulez ce pion KO, renvoyez-le dans la réserve de pions et révélez un autre pion. Du coup, vous faites un test, vous piochez un pion maudit, avec le faux traité, j'ai mal à la gorge ce matin, avec le faux traité, vous renvoyez le pion maudit dans le sac du chaos. Vous piochez, vous le renvoyez dans la réserve de pions. Donc ça vous fait un pion maudit de moins dans le sac. J'oublie toujours le faux traité, il a ça de génial. Vous avez pioché un pion maudit, vous dites, ce pion maudit, je le retire du sac du chaos, il me gênera plus. Vous révélez un autre pion du sac du chaos. Si c'est pas un pion maudit et pas un pion échec automatique, vous pouvez utiliser le dé porte-bonheur. Alors certes, vous mettez un pion maudit dans le sac du chaos, mais après tout, vous venez d'en retirer un. Ce que je disais tout à l'heure, si vous mettez plein de pions maudits, vous avez toujours la possibilité de jouer sceptique. Quand vous faites un test super important, vous attribuez sceptique. Si vous piochez un ou plusieurs pions maudits, vous avez encore plus de chances de réussir. Voilà.
Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous vous retrouvez avec plein de pions maudits dans le sac du chaos, Regard d'Ourache devient beaucoup plus puissant. Et je vais pas rouvrir d'onglet, ce que je disais aussi tout à l'heure. Si vous avez plein de pions maudits que vous voulez continuer à utiliser les dés porte-bonheur de niveau 3, vous pouvez jouer le sombre rituel. Vous sortez jusqu'à 5 pions maudits du sac du chaos. De nouveau, les dés maudits vont être... Enfin, pourquoi je dis les dés maudits ? C'est les dés porte-bonheur, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Vous sortez les pions maudits du sac du chaos, les dés porte-bonheur, vous pourrez les utiliser plus fréquemment. Alors certes, il y a un coût d'entretien, mais encore une fois, les dés porte-bonheur de niveau 2, quand on les mettait dans son deck, on partait du principe que chaque utilisation allait nous coûter 2 ressources. Alors que maintenant, pas de coût pour les utiliser, mais un coût pour les remettre en jeu. Voilà. Donc les dés porte-bonheur, sur le papier, ça semble sympa à jouer. Je les ai pas encore joués. Je pense pas avoir de liste de decks sous la main qui les joue, mais je finirai par les jouer un moment ou un autre. Et vu que de mon point de vue ça nécessite jouer l'aura vigile tant qu'à faire, je peux utiliser la version de niveau 3. La version de niveau 3 a une possibilité de génération de ressources, en défaussant des objets. Du coup ça incite à jouer beaucoup d'objets, ça fournit des ressources. Le fait d'avoir les pions maudits, ça incite à jouer... ça incite à jouer Regard d'Ourache, donc un combattant Tony, mais Tony, il peut pas vu que c'est de niveau 2. Mais en tout cas, ça incite à... on se dit tant qu'à faire, si j'ai plein de pions maudits, autant jouer les Regards d'Ourache. Donc, les dés porte-bonheur peut-être dans un deck combattant, avec jouer l'aura vigile, chez un truand qui peut avoir accès... qui peut avoir accès aux cartes chercheurs jusqu'au niveau 2. Du coup, probablement un deck... voilà, un truand qui a accès aux cartes chercheurs jusqu'au niveau 2, c'est Trish Scarborough. Donc un deck Trish Scarborough, friqué, avec beaucoup d'objets, et le Regard d'Ourache comme solution de combat. Donc je sais pas, peut-être un deck... Alors Trish Scarborough comme gestionnaire, soit un deck Trish Scarborough gestionnaire d'ennemis, qui fera essentiellement de l'agilité, qui fera essentiellement de l'évasion en trouvant des indices, et qui occasionnellement attaquera avec Regard d'Ourache ou le lexique occulte, ou alors carrément un deck solo, en comptant sur sa bonne intelligence et par exemple le cryptographe pour avoir les indices, en comptant sur sa réaction pour échapper aux ennemis, et comme je le disais, lexique occulte plus Regard d'Ourache pour le combat. Bon voilà, ça conclut cette vidéo, que je vais essayer de mettre en ligne aujourd'hui, donc samedi 31 juillet, et je vais enregistrer la vidéo suivante sur les mystiques, qui devrait être plus courte vu qu'il n'y a qu'une carte. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.